On va te, on va, on va te laisser la parole. Donc, pour mémoire, la séance, ta présentation va être enregistrée. Comme ça permettra aux Oui, personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas présentes de pouvoir la revoir. oui, pas de problème. À toi la parole. Alors, juste en quelques mots, pour vous donner un peu mon passif et vous dire un petit peu qui je suis. Dans la vraie vie, avant de faire des études en technologie de l'éducation, je suis ingénieure en agroalimentaire, puis ma spécialité, c'est les céréales. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je m'occupe de la mise en place de systèmes de management en développement durable et puis santé sécurité pour des entreprises de l'industrie alimentaire. Et c'est récemment que je me suis relancée dans mes études et je suis en master 2 au Malte, à l'université de Genève. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, donc la comparaison des 2 dispositifs de formation en leadership, ça touche à la fois mes compétences professionnelles de développement du leadership et ce que j'ai pu apprendre pendant les 2 années du master à Tecfa. Et je vais en fait vous présenter une partie de mon travail de mémoire qui est donc encadré par Gaëlle, ici présente. Hem, donc en fait, l'idée de base et le contexte, c'est une entreprise qui, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, a dû tout à coup, en «urgence» entre guillemets, digitaliser ses formations et en particulier un programme spécifique qui est en cours de déploiement et qui s'appelle le Caring Leadership. Donc leadership bienveillant dans sa jolie traduction française, et qui vise tous les encadrants des sites opérationnels de cette entreprise en Suisse. On parle de 17 sites, essentiellement des usines et puis des centres administratifs et de distribution. Et l'idée en fait, c'était de transformer un protocole de formation qui était exclusivement fait sur le terrain et en présentiel en une formation à distance avec, d'abord une première modalité possible qui était un workshop online, synchrone et puis une seconde modalité qui se fait via un système d'e-learning complètement asynchrone. Et donc, mon mémoire est un mémoire de développement sur ces 2 dispositifs et la partie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt la comparaison de l'efficacité ou en tout cas de la qualité de ces formations, en termes de vécu des participants et en termes de développement des compétences visées. Il y a 3 axes théoriques derrière cette comparaison. La première, c'est comment est-ce qu'on enseigne le leadership? C'est très bien documenté sur les principes pédagogiques qui sous-tendent ces formations. Comment est-ce qu'on va évaluer l'expérience des apprenants? Et puis, comment est-ce qu'on va évaluer les compétences qui sont visées? Enfin, est-ce que les compétences, à développer sont effectivement développées par ces formations? Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de la littérature, mais en gros, au niveau du design pédagogique, ce qu'il a fallu assurer dans les 2 dispositifs, c'est qu'on avait bien, une partie qui va décrire ce que c'est le leadership pour que les apprenants sachent, ce qu'on attend d'eux à la fin de la formation. Il faut se baser sur des cas concrets d'études, c'est pas juste de la théorie. Il faut que les gens aient la possibilité d'avoir une réflexion sur des cas réels, le plus proche possible de leur situation professionnelle. Il faut leur laisser du temps de réflexion individuelle pour qu'ils digèrent l'information et puis qu'ils puissent se projeter dans les situations dans lesquelles, ils sont, qui vont être leur situation du quotidien, dans leur rôle de leader. Mais il faut également pouvoir stimuler la réflexion avec les autres et la collaboration et donc l'approche doit être, socio-constructiviste dans la construction du cours et permettre les interactions entre les participants et entre la communauté. Et puis, effectivement, comme dans toute formation, faire une évaluation des compétences théoriques et une évaluation des compétences de leadership, ce qui est un autre élément, à regarder, par la suite. Dans ce qui est du recueil de, l'expérience des participants et des formateurs, les 2 modèles, sur lesquels, sur lesquels s'est appuyée cette étude, c'est le modèle de Community of Inquiry de Garrison et Anderson qui, modélise en fait la présence, des apprenants, au sein de leur formation. Et la présence des enseignants, ce qui permet de traduire en fait l'expérience qu'ils vont vivre au cours
de leur formation. On parle de présence sociale, comment est-ce qu'ils vont interagir entre participants et avec les formateurs. De présence cognitive, qui va mesurer plus leur implication dans le cours au niveau des attentes et de ce qu'ils vont retirer du cours, de ce qu'ils vont apprendre et de comment ils vont développer leurs compétences. Et puis, la présence du formateur, dans quelle mesure est-ce que le formateur a réussi à créer l'appartenance au groupe de formation, à transmettre ses savoirs, etc. Et puis, dans le modèle de présence en e-learning de Gesegu, on retrouve ces mêmes composantes avec également la notion de communauté d'apprentissage qui part du principe que les apprenants qui sont mis ensemble dans un même objectif d'apprentissage vont en fait se situer dans une situation problématique qu'ils vont devoir résoudre ensemble, et c'est de là que vont être tirées les compétences et les savoirs à acquérir. Enfin, dans ce qui est de la mesure des compétences en leadership, alors la recherche bibliographique, elle pourrait faire 90 pages. On a énormément d'échelles de mesure du leadership. Il y a 2 règles à savoir pour le choix de l'échelle qu'on va utiliser dans notre mesure. C'est premièrement quel type de leadership on a enseigné et donc quels sont les traits principaux qu'il va falloir évaluer. Et il va falloir vérifier aussi la fiabilité de l'échelle parce qu'on a un peu, entre guillemets, tout et n'importe quoi. N'importe qui peut évaluer son leadership aujourd'hui en allant se connecter sur Internet. La fiabilité de l'échelle est discutable. Dans le cadre spécifique de la formation en Caring Leadership, ce qu'on a décidé, c'est de se dire que la compétence principale, c'est l'intelligence émotionnelle et situationnelle dans ce type de leadership. Et le meilleur outil pour évaluer la compétence émotionnelle pour le moment, c'est l'outil qui a été développé à l'Université de Genève par Schleger et Mortillaro, qui s'appelle le GECO, pour Geneva Emotional Competence Test, qui est un outil qui est basé sur une structure de la compétence émotionnelle en 4 piliers. La compréhension des émotions, le management des émotions, la régulation des émotions et la reconnaissance des émotions. Dans chacun des cas, donc, quand on parle de compréhension des émotions, on parle vraiment d'identifier l'état émotionnel des gens qui nous entourent, et en particulier dans le cas du leader, de son équipe et de ses collaborateurs. Dans le cas de la reconnaissance émotionnelle, on va développer la compétence de identifier les émotions des autres par leur langage non verbal. Donc vraiment par leur apparence, par leur comportement, etc. Dans la régulation des émotions, alors c'est plus une dimension qui est personnelle. Comment est-ce que moi, je fais face aux situations en créant des émotions positives et en maintenant et en trouvant la méthode pour maintenir ces émotions positives, quelle que soit la situation à laquelle je suis confrontée. Ce qui permet de pouvoir être plus ouvert aux autres et de pouvoir arriver à la gestion des émotions, celle-ci tournée vers les autres. Et là, il s'agit de pouvoir identifier les émotions des autres, mais de pouvoir avoir un comportement adapté et approprié à la réponse à ces émotions. L'idée étant de pouvoir réguler les émotions des autres et les aider à les réguler en leur apportant la réponse nécessaire dans tel ou tel type de situation. Donc, c'est cette échelle qu'on va utiliser pour mesurer les compétences acquises à la fin des formations. Au niveau de la méthode employée, donc, en fait, il s'agit de développer 2 dispositifs. Un dispositif destiné à être déployé dans un workshop en ligne et un autre dispositif qui se compose d'un e-learning qui est hébergé sur le Learning Management System de l'entreprise. Dans le premier cas, le workshop il a été tenu via Teams en utilisant les outils de collaboration de Teams, la possibilité de séparer les équipes en différents groupes, sous-groupes pendant le workshop. Dans le cadre du e-learning, en fait, le LMS de l'entreprise, c'est un peu prétentieux d'appeler ça un LMS. En fait, c'est une base de données de cours avec des e-learning disponibles. Donc, il a fallu recréer
via Teams un espace dédié pour permettre la collaboration, permettre le forum, la mise à disposition des ressources pour générer l'interaction entre les participants. Et puis, cet espace dédié, il a été créé et il est commun à tous les participants, quelle que soit la modalité de formation à laquelle ils ont participé. Au niveau du scénario pédagogique, je ne vous ai pas remis l'intégralité du scénario, je vous ai juste fait un extrait sur un des modules. Les 2 cours se composent de 6 modules. Les 2 scénarios ont les mêmes objectifs pédagogiques. En ce qui concerne l'évaluation des connaissances théoriques, ce sont les mêmes processus, ce sont des quiz qui sont construits de la même façon pour la version synchrone ou la version asynchrone. Et puis, les cas d'études qui ont été choisis pour les travaux réflexifs sont les mêmes dans les 2 situations. Ce qui va être différent entre les 2 scénarios, c'est vraiment cet aspect de collaboration. Et puis de temps alloué à la réflexion pour les participants, en termes de réflexion individuelle et en termes de réflexion en groupe. Je vous montrerai un peu plus tard dans les résultats comment ça se traduit. Pour chacun des scénarios, en fait, on a comparé systématiquement ce qui différait d'un module à l'autre entre les différentes activités. Ah, j'ai plus de... Ouais. Au niveau des données collectées, donc, on a fait passer le questionnaire tiré du principe de Community of Inquiry pour tous les participants. Ce questionnaire, en fait, il y a à peu près 12 questions par catégorie. Donc, les 3 catégories, présence sociale, présence de l'enseignant et présence cognitive, sont évaluées par chacun des participants. Et puis ensuite, ils ont fait le test du GECO. Alors, le test, il se compose de 4 parties, une pour chaque compétence émotionnelle analysée. Soit les participants sont confrontés à des vidéos d'acteurs qui jouent une émotion. Et puis, ils vont devoir sélectionner parmi la liste des émotions posées celle qui est jouée ou celle qu'ils perçoivent. Pour les 3 autres, ça c'est pour la reconnaissance des émotions. Les 3 autres compétences émotionnelles sont évaluées via des mises en situation dans lesquelles le participant va devoir sélectionner la réponse appropriée, soit en identifiant ce que pourrait ressentir la personne externe dans la situation décrite, soit l'émotion que lui, participant, pourrait ressentir dans la situation décrite, soit l'identification de ce que ressent la personne externe dans la situation décrite et qu'est-ce qu'il ferait, lui, en tant que participant, face à cette situation pour supporter ou soutenir la personne mise en situation. En termes de participants, il y a eu 30 participants dans ces deux workshops, 15 dans chaque en fait. Mais dans les réponses aux différents questionnaires et la participation à l'étude, on avait 10 personnes qui avaient participé au workshop et 6 qui avaient participé à la modalité asynchrone. Les personnes, elles sont francophones ou germanophones, mais de toute façon avec un niveau d'anglais suffisant pour avoir pu assister pour avoir pu prendre part à cette formation. Ils sont répartis dans toute la Suisse. C'est des gens qui viennent de la recherche et développement, qui viennent des usines, qui viennent de l'administration de façon assez équilibrée et qui ont en majorité des équipes à diriger. Donc, ils sont vraiment les responsables hiérarchiques des personnes dans leur équipe. Mais on a aussi pour 40% des gens qui ont ce qu'on appelle la responsabilité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont devoir encadrer des équipes, mais ils ne sont pas les chefs de ces équipes. On a 2 groupes distincts de participants, ceux qui ont fait le workshop et ceux qui ont participé à l'e-learning. Dans les 2 cas, en fait, le profil des personnes, c'est le même et la répartition de background professionnel ou de situation hiérarchique est la même et est répartie de la même façon dans les 2 groupes. Au niveau des formateurs, en fait, on avait 3 formateurs qui sont spécialistes du sujet, qui sont relativement anciens dans l'entreprise, qui en majorité n'ont pas d'expérience dans l'enseignement asynchrone.
et puis qui sont relativement… Oh non, on ne va pas dire la moyenne d'âge, c'est 48 ans, mais en fait, c'est un des participants qui fait baisser la moyenne. En vrai, ils sont plutôt entre 50 et 60 ans. Et puis, avec pas mal d'expérience dans les technologies de la communication, mais pas dans l'enseignement asynchrone, comme je l'ai dit avant. Au niveau des premiers résultats, pour ce qui concerne l'étude Community of Inquiry, vu la structure du LMS de l'entreprise et le fait d'avoir à naviguer entre l'e-learning et puis l'espace Teams de collaboration, c'est des résultats qui étaient assez, je pense, en les regardant, assez prédictibles. La présence de l'enseignant est beaucoup mieux notée par les participants au workshop que par ceux de l'e-learning. Au niveau de la présence sociale, en fait, le temps alloué à la réflexion individuelle est beaucoup plus important dans la partie de l'e-learning où la personne est toute seule devant son écran. Les échanges au niveau du workshop étaient beaucoup plus prolifiques et le temps était beaucoup plus dédié à de l'échange collaboratif qu'individuel. Oups. Et puis, globalement, les participants dans le mode asynchrone ont beaucoup plus consulté les ressources, ont développé plus de réflexion par rapport aux situations proposées et reconnaissent qu'ils vont plus facilement transposer ce qu'ils ont acquis à leur réalité professionnelle. Au niveau des enseignants, il y a un point en particulier qui est intéressant de retenir, c'est la difficulté dans la version synchrone du workshop de maintenir le momentum de la formation au moment des temps laissés pour les réflexions individuelles. En fait, dans certains des modules, ils avaient complètement perdu leur groupe parce que les gens ont profité du temps qui leur était laissé pour faire autre chose. Même les adultes, en fait, même chez les adultes, ça arrive. Et puis, dans la version asynchrone, ce qui les a dérangés, en fait, c'est que du fait qu'ils n'avaient pas tellement le recul sur l'animation d'un cours en asynchrone, en fait, ils ont attendu la sollicitation des participants pour répondre à leurs questions. Ils n'ont pas fait vivre le groupe, ils n'ont pas fait vivre les espaces d'interaction. Au niveau du GECO, alors les résultats sont beaucoup moins parlants, en fait, parce que finalement, la seule différence significative qu'on a notée, c'est par rapport au management des émotions, c'est-à-dire à la capacité à identifier l'état émotionnel d'une personne et à réagir de façon appropriée à cette observation. Ce qui ressort, en fait, c'est que sur les questions spécifiques, des mises en situation, sur les questions dans lesquelles le GECO reflète ce qui a été abordé dans la formation et dans les cas pratiques de la formation. Les gens qui ont suivi la formation asynchrone ont mieux répondu que ceux qui ont participé au workshop. Donc, en fait, ça vient corroborer l'idée que le temps de réflexion individuelle sur les cas d'études leur a permis de mieux développer les compétences d'analyse des situations. C'est ça qui ressort du détail de cette analyse. Du coup, pour conclure dans le temps que j'ai presque déjà complètement dépassé, oui, il y a une différence significative entre les deux modalités en ce qui est dans les termes de vécu des participants. En revanche, dans les compétences visées, pour le moment, elle n'est significative que pour la partie de capacité à gérer les émotions. En revanche, ce qui apparaît très fortement, et l'étude, elle vient vraiment confirmer le fait qu'en entreprise, on a souvent en tout cas dans cette entreprise-là, le Learning Management System, comme je vous le disais, c'est une base pour déposer des e-learning. Et puis, le salarié, il doit aller faire son e-learning et puis il n'est pas plus accompagné que ça. Et ça présente une vraie limite dans le cadre de cette formation-là, à mon sens. Parce qu'on coupe la communication et la communauté d'apprentissage ne se crée pas de la même façon que quand on fait participer les gens au workshop. Donc, on en dégage un certain nombre de recommandations sur la gestion, en particulier de ces formations en leadership dans le cadre de cette entreprise. En termes de pistes pour la poursuite du projet, donc l'étude va continuer avec d'autres analyses vis-à-vis des participants et le déploiement des formations continue. Donc, on va collecter plus de données sur leur ressenti et sur leur profil émotionnel à la fin d'intelligence émotionnelle à la fin de la formation. Et puis, dans quelques mois, en fait, on va effectuer une étude à 360 degrés qui est
théoriquement la meilleure façon d'analyser le leadership, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire une auto-évaluation de leurs compétences en leadership, mais on va les évaluer via leurs pairs, via leurs collaborateurs, via leurs supérieurs hiérarchiques. Et puis, du coup, on s'attend à avoir une représentation de leur profil et de leurs compétences qui soit plus objective, sachant qu'avant la formation, ils ont déjà fait cette évaluation. Donc, ils la referont dans quelques mois, une fois qu'ils auront eu le temps de transférer leurs connaissances au terrain et à leurs activités quotidiennes. Et puis, par rapport au dispositif, l'idée, c'est vraiment d'améliorer le dispositif asynchrone pour que la présence enseignante et la présence sociale soient davantage développées. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires ou des remarques.